Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues, qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi un stratège n'est pas un joueur d'échecs, mais plutôt un jardinier ? Alors, on compare souvent les meilleurs stratèges à des joueurs d'échecs dotés d'une intelligence supérieure, qui leur permet d'ailleurs d'anticiper quelles seront les décisions de leurs adversaires. Le talent du stratège relèverait donc d'une forme de prédisposition intellectuelle lui permettant de prendre les meilleures décisions. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Cette vision est, dites-vous, une pure fiction. Pourquoi ? Oui, c'est une pure fiction. Des gens qui sont capables d'avoir 8 coups à l'avance sur des situations réelles d'entreprise, ça n'existe pas. Et très honnêtement, si vous regardez dans votre entreprise quels étaient les plans stratégiques écrits il y a 5 ans et que vous regardez où est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas été réalisés. C'est très très rare. Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. Donc je crois que cette idée du joueur d'échecs a tout prévu et qui déplace ses pièces, tout ça, c'est pas une bonne représentation. La représentation qu'on utilise en général, et je crois qu'elle est beaucoup plus parlante, c'est de dire que le stratège, c'est plus un jardinier. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, un jardinier, c'est quelqu'un qui va préparer le terrain. Il va préparer toutes les choses qui sont nécessaires, évidemment, sur le terrain où il veut planter. Ensuite, il va planter ses graines, il va arroser, puis il va attendre. Les graines de la transformation. Bien sûr. Et il va attendre de voir ce qui se passe. Et si ce qui pousse, c'est ce qu'on a planté, il n'y a aucun problème. D'accord ? Maintenant, il peut arriver que ce qui pousse n'est pas ce que l'on a planté. Des éléments inattendus. Et voilà, des choses émergentes. Et là, il faut se demander qu'est-ce qu'on en fait de ces choses émergentes. Est-ce que on les élimine parce que ce n'est pas la stratégie officielle ? Ou alors on se dit, mais après tout ça a poussé, ça veut dire qu'on avait les ressources pour le faire, ça veut dire qu'il y avait un marché pour le faire. Et les compétences aussi. Et les compétences, et donc ce serait peut-être bien de l'encourager. Mais ça va aller contre la stratégie officielle. Et c'est la même chose pour un stratège. C'est-à-dire que le stratège, il va effectivement préparer le terrain, c'est-à-dire effectivement écrire un plan stratégique. Il va planter des graines, c'est-à-dire allouer des ressources, nommer des individus aux postes clés pour que la stratégie se réalise. Mais en vrai, il se passera toujours des choses qui ne sont pas prévues et qui n'étaient pas dans le plan. Et heureusement d'ailleurs, parce que le plan ne peut pas être omniscient. Et de la même manière, le stratège doit se demander, très bien, il y a des opportunités qui sont apparues, il y a des nouvelles activités qui sont développées qui n'étaient pas celles qui avaient été dans le plan officiel. Qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce qu'on les élimine parce que ce n'est pas le plan officiel ? Ou est-ce qu'on se dit, c'est la preuve qu'on pouvait le faire, c'est la preuve qu'on peut le faire, c'est la preuve qu'il y a un marché pour le faire. Et je m'adapte. Est-ce qu'on leur laisse la chance ? D'ailleurs, l'histoire des technologies fourmille d'exemples d'innovation imprévues. Alors, l'histoire des technologies est remplie de ça. On appelle ça souvent la sérendipité. C'est-à-dire le fait de vous chercher quelque chose et vous trouvez autre chose, en fait. Et parmi les histoires très célèbres, il y a une qui est parfaitement étonnante, c'est celle du Walkman chez Sony. Le Walkman, en fait, a été inventé pour le besoin personnel du président fondateur de Sony, monsieur Akio Morita, qui, comme souvent chez les patrons japonais, était passionné de golf et par ailleurs aimait beaucoup l'opéra. Et donc, il a demandé à ses ingénieurs de lui concevoir un appareil qui lui permettrait d'écouter de l'opéra tout en jouant au golf sans déranger les autres joueurs. Donc, ils sont partis d'un magnétophone qui était utilisé par les journalistes pour enregistrer les interviews. Ils ont enlevé la fonction d'enregistrement à la place, ils ont mis un circuit stéréo. Ils lui ont fait un petit casque en mousse, c'était la seule vraie innovation de l'affaire. Et comme ça, il pouvait écouter de l'opéra en jouant au golf et il était très content. Le problème, c'est que ses enfants lui ont volé. Donc il en a redemandé un autre, et ses enfants lui ont encore volé. Alors il en a redemandé un autre, et ses amis lui ont volé. Donc au bout d'un moment, il s'est dit, attendez, il y a un marché. Je change d'amis et je change d'enfant. Non, il y a un marché. Et donc il a demandé au département marketing de Sony de se pencher sur la question, et le département marketing de Sony, c'est resté célèbre dans l'histoire, ça, a démontré de manière irréfutable qu'il n'y avait aucun avenir pour ce produit. Que jamais personne ne se baladerait dans les rues avec un écouteur en mousse, que c'était ridicule, c'était même dangereux d'ailleurs. Mais bon, Akio Morita, lui, avait vécu directement le fait que ça avait un succès. Il était fondateur de l'entreprise, donc il a dit, tant pis, moi j'y vais. Et ça a été la plus grande rentrée d'argent pendant des années ensuite pour Sony. Autre exemple très très classique, le micro-ondes, ça a été découvert par des scientifiques américains qui travaillaient sur des radars et qui avaient laissé une barre chocolatée à côté d'un radar et elle avait fondu.
Ils n'imaginaient pas que le radar faisait de la chaleur, en fait. Ils se sont rendus compte comme ça qu'on pouvait, en fait, avec des ondes, faire de la chaleur. D'ailleurs, si vous avez dans une cave ou un grenier un très vieux micro-ondes, méfiez-vous, parce qu'à l'époque, ça émettait quand même beaucoup. Il vaut mieux avoir les normes modernes. Il y a l'exemple très célèbre d'Intel. Intel était un fabricant, au départ, de mémoire d'ordinateur. Absolument. C'est ça ce qui a fait sa gloire au départ. Et le problème, c'est qu'ils étaient très fortement concurrencés sur le marché des mémoires. Et leur position s'érodait d'année en année. Et les directeurs d'usine, en fait, se sont rendus compte au bout d'un moment qu'avec les mêmes outils, ils pouvaient fabriquer autre chose, qui étaient les processeurs. Et sur les processeurs, il y avait beaucoup moins d'interactions concurrentielles et donc c'était plus rentable. Et il se trouve que le bonus des directeurs d'usine était calculé en fonction du taux d'utilisation de leurs actifs. Donc les directeurs d'usine se sont mis de plus en plus à faire des processeurs et de moins en moins des mémoires. Mais le discours officiel de la direction générale était toujours « nous sommes une entreprise de mémoire ». Et finalement, ce n'est qu'après avoir constaté qu'ils faisaient quasiment plus que des processeurs, qui n'était pas du tout la stratégie officielle, qu'ils ont fini par dire « Ok, on est une entreprise de processeurs ». Un autre exemple fameux, c'est les avions civils chez Dassault. Le premier avion civil chez Dassault a été construit en fait avec des pièces qui n'avaient pas été utilisées sur les avions militaires et que des ingénieurs ont fabriqué dans un coin. Et vu qu'il n'était pas censé exister, cet avion, ils l'ont appelé le Mirage. Non, excusez-moi, c'était pas le Mirage, c'était le tout premier, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin, c'était un nom un peu équivalent, c'était un nom de chose qui n'est pas censée exister, en fait. Et cet avion, pourtant, existait. Et donc, ensuite, ils ont lancé une gamme à partir de ça. Et si justement, certaines entreprises n'avaient pas pris au bon ces stratégies émergentes, selon l'expression du chercheur canadien Henry Zminsberg, Renault n'aurait pas fait la Dacia. Oui, tout à fait. Parce que lorsque Carlos Ghosn a lancé la stratégie officielle qui était censée reconstruire Renault, lui, il a beaucoup insisté sur l'électrification et sur la Zoé, qui malheureusement n'a pas été un très grand succès. La Zoé a été notamment sauvée par des subventions publiques. En revanche, à peu près au même moment, s'est développée très fortement la Dacia, la Logan, faite par la filiale roumaine, pour des questions purement locales en Roumanie. C'est que jusque-là, les Roumains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils importaient des voitures d'occasion d'Allemagne. Et le gouvernement roumain, un jour, décide de taxer l'importation des voitures d'occasion. Et donc, il y avait une fenêtre de tir pour faire une voiture neuve, pas chère. Et donc, c'est pour des questions locales que la filiale locale, complètement en dessous du radar de la direction générale et de Carlos Ghosn, qui était plutôt complètement centré sur ses relations avec le Japon et la voiture électrique, qu'ils ont développé donc cette voiture. Alors, à l'économie, ils ont pris des morceaux des pièces déjà utilisées sur d'autres voitures depuis très longtemps et amorties. En interne, ils appelaient ça la voiture Frankenstein, parce qu'elle était faite avec des morceaux de voitures mortes. Et comme on le sait, c'est devenu un succès extraordinaire. Et aujourd'hui, la Renault, entre guillemets, la plus vendue au monde, c'est une Dacia. Il faut reconnaître que Carlos Ghosn a eu quand même cette qualité, c'est qu'il a accepté que sa stratégie officielle n'était peut-être pas la meilleure, et il a fini par officialiser le succès de Dacia. Alors, vous le dites, tous ces exemples, toutes ces stratégies n'étaient pas des choix délibérés de stratégie ou de dirigeants omniscients. Elles ont émergé du contexte organisationnel à l'occasion d'une opportunité de marché grâce à des ressources disponibles et le plus souvent sous le radar des décideurs officiels. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, parce que par définition, une stratégie émergente, elle n'est pas décidée, elle apparaît toute seule. Donc ça se passe en dehors de ce que sont en train de regarder les dirigeants. Et c'est là que ça pose problème, c'est qu'ils peuvent, pour des simples questions d'autorité formelle, voire d'ego, refuser l'émergence, parce que ce n'est pas ce qu'ils ont décidé. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? On vous a jamais demandé ça. Alors que le bon réflexe à avoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se dire « Ok, c'est peut-être pas ce que j'ai voulu, c'est peut-être pas ce que j'ai décidé, mais le fait que ça existe prouve qu'il y a une opportunité à la fois de marché et de ressources et compétences en interne, donc regardons avant de le détruire. » Oui, il faut que ça soit accepté, intégré dans le discours officiel. Ouais. Et c'est ce que vous dites, il est difficile pour un individu, un dirigeant convaincu de la pertinence de sa vision, de laisser se déployer des stratégies qu'il n'a pas conçues. Alors, comment dépasser cela ? Vous prenez l'exemple de Carlos Ghosn. Oui. Est-ce que c'est finalement une question d'individu ou il y a des moyens de dépasser cela ? Le moyen le plus formel en termes d'organisation, c'est d'espérer qu'il y a un conseil d'administration au-dessus qui va être capable de dire « Mais attendez, vous nous présentez là quelque chose qu'il faut arrêter parce que c'est pas dans votre stratégie officielle, mais nous pensons qu'on peut lui laisser sa chance. » Et donc avoir toujours une autorité au-dessus du décideur stratégique, c'est très important. Et c'est un des rôles fondamentaux des conseils d'administration. Ils ne le remplissent malheureusement pas toujours, mais c'est un de leurs rôles essentiels. Oui, c'est un garde-fou essentiel. Oui. Merci beaucoup Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles.
Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!